L'invité de Smart Impact, c'est Heidi Sevestre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes glaciologue, auteur de nombreux livres. J'ai cité Sentinelle du climat qui vient de sortir en édition poche. Et vous êtes là pour nous parler de biodiversité, de glaciers et de cette COP 16 qui se déroule en Colombie, COP 16 biodiversité, conclusion attendue ce 1er novembre. Qu'est-ce que vous en attendez ? Énormément. Ouais. Aujourd'hui, on sait que nous reposons sur le vivant, notre économie, notre santé. C'est capital. Et en Colombie, c'est un pays que je connais très bien parce qu'il y a des petits glaciers en Colombie qui sont déterminants pour la biodiversité. Si ces glaciers disparaissent, c'est la biodiversité en aval de ces glaciers qui risque de subir de plein fouet le manque d'eau. Et cette biodiversité en Colombie, c'est des plantes médicinales, des espèces endémiques et surtout des puits de carbone. On a désespérément besoin d'une biodiversité en bonne santé aussi pour absorber nos émissions de gaz à effet de serre. On va beaucoup voyager grâce à vous, mais là, je vais commencer par la France avec le glacier le plus connu au-dessus de Chamonix, le Mont Blanc pas loin, mer de glace, etc. À quel point il souffre aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un glacier qui est sentinelle. On dit souvent que les glaciers sont les meilleurs baromètres du climat. Plus nos émissions de gaz à effet de serre augmentent, plus ces glaciers reculent. Et la mer de glace, il suffit d'y retourner pour voir à quel point elle a laissé derrière elle un canyon pratiquement vide. Aujourd'hui, il y a encore un tout petit peu de glace au fond. Et pour moi, ces glaciers, ça nous montre qu'à l'échelle d'une vie humaine, à l'échelle de générations même, le changement climatique attaque de plein fouet ces glaciers. Et en attaquant ces glaciers, c'est nos meilleurs châteaux d'eau sur Terre qu'on est en train de voir disparaître sous nos yeux. Aujourd'hui, il y a quand même 2 milliards de personnes pratiquement qui utilisent l'eau de ces glaciers. Donc on a besoin de continuer à se battre pour ces baromètres du climat, pour ces châteaux d'eau, parce que nous, on les utilise très clairement pour produire de l'énergie, pour l'agriculture, pour notre économie. Est-ce qu'il faut leur donner un statut juridique ? Je crois que c'est l'un des enjeux de cette COP biodiversité. Oui, alors c'est vrai que c'est fait pour certaines rivières, pour certains écosystèmes, et pourquoi pas les glaciers, Les glaciers sont un petit peu en reste aujourd'hui, et je pense que ça leur permettrait d'avoir un nouveau moyen de défense. Alors pourquoi pas de leur donner un statut juridique pour qu'on enlève toutes ces attaques des bulldozers qu'on a vues sur les glaciers ces derniers temps lors des compétitions de ski. Aujourd'hui, ces glaciers, ce sont des biens communs, donc il faut qu'ils aient un statut à l'échelle de leur importance. Ça permettrait, rentrons dans le détail, de mieux les protéger, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des procédures, ça permettrait à des associations de s'opposer à des projets, c'est ça ? Voilà, exactement. En amont et en aval de ces projets qui peuvent être très destructeurs, de faire en sorte déjà que ces projets n'aient pas lieu, mais s'ils ont lieu, qui va réparer les pots cassés ? Qui va réparer justement ces dommages qui ont été faits à nos châteaux d'eau. Donc c'est une solution qui est étudiée. Certains pays avancent ça plus rapidement que d'autres, mais nous, en tout cas, les scientifiques, on soutient ça pleinement. Alors, je suis frappé de voir Alors là, nous, on en parle ici, on y consacre notre émission à cette COP biodiversité. Elles sont toujours moins médiatisées que les COP climat. Pourtant, c'est tellement important et tellement lié. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense qu'on a encore du mal à réaliser l'importance du vivant, alors que tout ce qu'on fait repose là-dessus. Et on a besoin de vous, et heureusement que vous êtes là pour nous donner un coup de main et mettre un coup de projecteur sur ces COP biodiversité. Nous, c'est vrai qu'en tant que glaciologue, on s'attache plus aux COP climat, mais finalement, on se rend compte que les glaciers, c'est vraiment le cadre donné à cette biodiversité, au vivant. Les glaciers fertilisent les océans. Sous la banquise de l'Arctique, on a du phytoplancton qui s'accroche sous la banquise et dont la biodiversité marine des régions polaires dépend. Donc finalement, même combat. C'est vrai que moi, en ce moment, ces dernières semaines, je prépare à 3000% la COP 29, qui va avoir lieu, la COP climatique, qui va avoir lieu en Azerbaïdjan. Mais biodiversité et glaciers, même combat. Ça se rejoint. Vous participez au programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. En quoi consistent vos missions ? Oui, alors nos missions, nous sommes en fait une organisation qui est à la frontière entre le monde académique, on travaille avec 800 experts scientifiques, et les gouvernements de l'Arctique. Et notre façon de fonctionner est très intéressante. Les gouvernements de l'Arctique viennent avec nous avec des questions et c'est à nous d'y répondre. Et un grand sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est comment le réchauffement climatique, qui est monumental dans l'Arctique, affecte les 7 millions d'habitants de cette région, affecte leur santé. Et donc nous, avec nos 800 experts, notre travail, c'est de produire la meilleure science possible et de communiquer de façon très étroite avec ces gouvernements pour un petit peu les motiver à passer à l'action. Comme enjeu autour de l'Arctique là, dans les prochaines semaines, là pour cette COP biodiversité, ensuite pour la COP climat, sont des enjeux
qui sont aussi géopolitiques, qui ont trait, par exemple, à des routes maritimes. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés au réchauffement climatique et à ses conséquences sur l'Arctique. Oui, j'ai entendu dire dernièrement que s'il y avait plus de banquise, il y aurait des nouvelles routes de navigation, et ces nouvelles routes de navigation sont plus courtes. Donc c'est finalement bon pour la planète parce qu'elles auront une empreinte carbone un peu plus basse. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'Arctique, c'est la région qui se réchauffe le plus vite sur Terre, 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et le fait que l'on perde la glace de l'Arctique, la banquise, la glace du Groenland, ça affecte non seulement les 7 millions d'habitants de l'Arctique, mais ça affecte toutes les populations du monde entier jusqu'ici en France. Plus la banquise de l'Arctique se retire, plus chez nous en France, on a des événements météorologiques extrêmes. Comment c'est lié? Alors sans rentrer dans les détails, exactement, c'est lié en fait au vent, hein, les jet streams polaires. Les vents, ils aiment bien les écarts de température sur Terre. Ils aiment bien qu'il fasse froid dans l'Arctique, puisque l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite qu'ailleurs. Ces vents ralentissent, font un petit peu des méandres, et en créant cette perturbation météorologique, parfois on va avoir des très grandes vagues de chaleur en France, on les a déjà bien subies, mais on peut avoir l'inverse aussi, des vagues de froid qui vont forcer les précipitations, qui vont aussi terriblement affecter notre agriculture. Donc finalement, si on veut vraiment donner la meilleure chance possible à notre économie, à notre agriculture, à notre santé, il faut se battre pour l'Arctique et arrêter d'aller chercher de nouvelles ressources fossiles et diminuer vraiment nos consommations d'énergie fossile, de gaz, de pétrole et de charbon. Est-ce que ça a aussi des conséquences sur la montée du niveau de l'océan? Complètement. Alors si on regarde rien que ce qui se passe dans l'Arctique, on a le Groenland. Le Groenland, s'il perd sa glace, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau du pôle sud, l'Antarctique contient suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans jusqu'à 58 mètres. Et c'est pas une faute de frappe, hein, c'est vraiment 58 mètres. Donc quand on se rend compte de l'importance de ces calottes polaires, on réalise que les Hauts-de-France, la côte aquitaine, l'aéroport de Nice, etc., qu'en France, on est dans la ligne de mire de l'élévation du niveau des mers. Aujourd'hui, ces calottes polaires peuvent réagir beaucoup plus vite qu'on le pensait à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Et ça se joue maintenant. C'est quelle décision on prend cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, pour éviter que ces calottes polaires franchissent des points de bascule qui seraient irréversibles. Ce que vous décrivez en Arctique, c'est moins vrai en Antarctique ou ça reste quand même critique là-bas? Alors ça reste quand même critique. Voilà, l'Arctique c'est 3 à 4 fois plus de réchauffement que le reste de la planète. L'Antarctique c'est 2 fois plus vite, donc c'est quand même très très sérieux. Et pourquoi l'Antarctique nous intéresse autant? C'est parce qu'il fait 25 fois la taille de la France. Cette calotte polaire est gigantesque, donc si on la perd même une petite fraction, les conséquences elles vont être monumentales, et on parle vraiment de dizaines, voire de centaines de millions de personnes qui risquent d'être déplacées à cause de l'élévation du niveau des mers. Sujet très très sérieux, l'Antarctique. C'est où le dernier glacier que vous êtes allé visiter en quelque sorte? Non, c'est vrai que j'ai à cœur de continuer à faire des expéditions, de récolter des données sur le terrain. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de parcourir les glaciers d'Ouganda. Il y a des glaciers en Ouganda, à Lombo. Exactement, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et c'est des glaciers qui font partie des sources du Nil. Et surtout, c'est des glaciers qui ont une importance capitale pour ces populations, une importance culturelle. Pour le peuple Pakonzo, c'est là d'où viennent leurs dieux et sa femme. Ils sont dans les glaciers, et donc on ose imaginer pour eux ce que ça représente, la disparition de ces glaciers tropicaux. Quand les glaciers disparaissent, ils perdent une partie de leur âme, une partie de leur identité. Et c'est à nous, les scientifiques, vraiment d'accompagner ces programmes de mesure et de faire en sorte que ce soit ces populations qui continuent à faire ce travail de mesure pour qu'ils aient plus besoin de nous à l'avenir. Oui, il y a une dimension culturelle que vous êtes en train de nous décrire. Et là aussi, je reviens au tout début de notre conversation sur la biodiversité. Si, restons sur cet exemple de l'Ouganda, si ces glaciers faiblissent, se rétrécissent en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est une vraie question pour l'Ouganda. On parle vraiment de forêt tropicale. C'est là où on a pratiquement le plus de biodiversité à l'hectare au monde. Donc évidemment, si on perd ces ressources en eau pendant les périodes sèches, si on perd ces glaciers, comment est-ce que la biodiversité va pouvoir réagir? Et le souci aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse des changements. Ces glaciers disparaissent à la vitesse grand V, et ça ne laisse pas suffisamment de temps à cette biodiversité pour pouvoir s'adapter, pour évoluer face à ces changements. Et ensuite, il n'y a pas que la biodiversité, il y a toutes ces populations humaines qui dépendent de cette biodiversité. Donc on se rend compte que derrière chaque glacier, derrière chaque iceberg, finalement, ce sont des vies humaines, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se bat. Vous dites que ça se joue maintenant, alors peut-être que ça se jouait aussi beaucoup depuis quelques décennies et qu'on a pris trop de retard, mais bon, si on réussit à prendre les
les bonnes décisions, qu'est-ce qui se passe? On bloque le phénomène, on le freine, vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut déjà le freiner, évidemment, il faut qu'on arrête de donner autant d'avantages aux énergies fossiles aujourd'hui. Littéralement, on sponsorise notre propre disparition. Il faut qu'on arrête d'ouvrir des nouveaux puits de pétrole, de gaz, qu'on arrête d'ouvrir des mines de charbon. Donc déjà qu'on ralentisse le mouvement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on réalise qu'on s'approche des points de bascule du climat. Si on franchit pendant plusieurs années, voire décennies, 1,5 degré d'augmentation de température, on risque de créer des conséquences irréversibles pour nos enfants, pour leurs enfants. Et ensuite, quoi que l'on fasse dans l'avenir, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc nous, pourquoi on se bat aujourd'hui? C'est pour faire en sorte que l'on comprenne qu'il faut qu'on encourage toutes ces nouvelles énergies et qu'on arrête de faire des cadeaux aux énergies fossiles, c'est plus possible. Le message est passé. Merci beaucoup Heidi Sevès. J'appelle le titre de ce livre Sentinelle du climat qui vient de sortir, qui est sorti en édition poche. On passe à notre débat tout de suite. On continue de parler biodiversité avec le rôle des entreprises.